Bonjour à toutes et tous. On est content de vous retrouver pour cette dernière plénière de la journée, de la première journée du Forum Culture en Nouvelle-Aquitaine. Notre objectif pour cette dernière table ronde, c'est de parler du travail, de parler du travail dans le secteur de la culture, donc dans la continuité avec la table ronde précédente qui en a parlé un petit peu avec les impacts de la crise. Avec des points de vue de plusieurs secteurs, les problématiques qui sont communes en fait à différents secteurs, euh, et puis le point de vue que on est un petit peu tous dans le même bateau, que tout le monde est concerné, quel que soit le poste dans l'entreprise, on a quelque chose à y faire dans l'entreprise, dans l'organisation, qu'on soit indépendant, qu'on soit intermittent, on a tous quelque chose à dire et à faire sur le sujet. Donc on avait envie de vous partager ces points de vue-là, le pourquoi et comment on travaille dans le secteur de la culture, le pourquoi et comment on travaille sur un territoire, et puis de comment la culture peut travailler avec d'autres secteurs pour avoir un effet positif sur le territoire, pour relever des défis comme celui que nous vivons actuellement. Et puis, on va vous proposer notre témoignage sur l'expérimentation Limoges Act, donc que vous avez vu dans le titre de la table ronde, qui mobilise des acteurs de la culture, mais pas que. Donc, je vais laisser Florent présenter les personnes qui seront autour de cette table virtuelle. Bonjour à tous, merci Charlotte. Donc moi je suis Florent Guittard, je travaille à la Mona. Avec Charlotte, on est tous les deux ingénieurs pédagogiques à la Mona. La Mona, c'est la mission des offices de tourisme de Nouvelle-Aquitaine. Et nous, on accompagne en particulier notre secteur touristique. Donc, vous avez vu que la culture et le tourisme ont plein de points communs, de similitudes. En tout cas, euh, c'est deux secteurs qui peuvent se rejoindre sur tout un tas de sujets, notamment sur les mutations qui peuvent se jouer au sein des organisations. Et nous, notre travail au quotidien, c'est d'accompagner les organisations et de travailler avec elles pour voir en particulier ce qui se joue dans les façons de travailler dans le secteur du tourisme. On est très content d'intervenir dans ce forum. On avait prévu en présentiel d'être très interactif avec vous, mais on va essayer de l'être au maximum aujourd'hui. C'est-à-dire que n'hésitez pas à nous poser des questions dans le chat de la chaîne YouTube pour qu'on puisse y répondre. On a en effet, comme le disait Charlotte, facilité un projet autour d'un collectif qui s'appelle le collectif Limoges Act. Limoges Act comme amélioration des conditions de travail. C'est un groupe de travail, un collectif intersectoriel où on a plusieurs secteurs d'activité, touristique et culturelle notamment. On a d'autres secteurs comme le digital, comme l'industrie, qui ont travaillé avec nous. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir des participants, des membres du collectif avec nous, et notamment deux structures de Limoges qui œuvrent dans le champ culturel, avec Georges Otavi, directeur de l'opéra, directeur de développement de l'opéra de Limoges, et Brigitte Castaner, qui est la secrétaire générale du Festival des Francophonies en Limousin, qui se présenteront tout à l'heure un petit peu davantage. Et on a également avec nous Arnaud Barillier, qui est un intervenant à la RACT, qui est notre garant pédagogique en fait de tout ce qui est qualité de vie au travail, QVT. Et on a travaillé avec lui de concert sur toute l'ingénierie pédagogique de ce parcours. Et on a aussi la chance d'avoir Carl Courniot avec nous, de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire en Nouvelle-Aquitaine. Il va nous présenter également en fin de séance un guide des bonnes pratiques dans l'économie sociale et solidaire. Je laisse chacun d'entre vous se présenter. Peut-être Arnaud, si tu veux. Merci Florent, bonjour à tous. Je serai assez rapide. Donc Arnaud Barillier, je suis chargé de mission pour l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail et plus particulièrement en charge des projets sur les questions de qualité de vie au travail dans les territoires, dans les filières, des questions de management et puis des questions actuellement qui nous occupent beaucoup de digitalisation et puis de travail à distance ou management à distance.
Merci Arnaud. Béatrice, si tu veux te présenter également. Oui, bonjour, Béatrice Castaner. Donc, je suis secrétaire générale des Francophonies et des Écritures à la Seine, qui est une structure culturelle qui est à Limoges, donc, et l'une des entreprises qui participe à l'opération Limoges Act, donc qui a débuté il y a à peu près un an, dont, voilà, Florent et va vous parler tout à l'heure. Voilà. Merci Béatrice. Georges, tu peux te présenter également? Bonjour, je me présente Georges Ottavy, je suis le directeur du développement pour l'Opéra de Limoges, donc qui est une structure en fait culturelle dans laquelle on présente essentiellement des spectacles lyriques, des concerts, des spectacles chorégraphiques. Donc voilà, et je pense qu'on aura plaisir tout à l'heure à échanger sur la raison du pourquoi du comment nous acteurs culturels nous avons rejoint l'aventure du Limoges Act. Merci Georges. Et la dernière personne présente, Karl, tu peux faire le même exercice. Ouais, bonjour, bonjour tout le monde. Donc, je suis Karl Courniot, je suis animateur territorial à la CRES Nouvelle-Aquitaine. Donc, c'est la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire. Et puis, je suis là, alors, déjà puisqu'il y a pas mal d'acteurs ESS dans la culture et c'est un sujet que nos adhérents investissent et travaillent. Et puis, aujourd'hui, je vous parlerai plus précisément comme Florent, tu l'évoquais, un outil qui a été développé qui s'appelle le guide des bonnes pratiques de l'ESS. Voilà, je dirai un petit mot en fin de table ronde. Merci Karl, merci à tous. Ce qu'on vous propose, c'est de rentrer dans le vif du sujet. Charlotte? Ouais, alors on voulait d'abord vous faire un petit point de contexte en fait sur pourquoi cette proposition de témoignage au sein du forum Entreprendre dans la culture en Nouvelle-Aquitaine. C'est issu de discussions avec l'agence culturelle qui date de déjà plusieurs années, puisque la conférence inaugurale parlait aussi un petit peu de tourisme et culture. Nous, ça fait un moment qu'on essaie de faire des liens et des passerelles entre ces deux secteurs, qu'on se dit qu'on a plein de choses à s'apprendre chacun, et puis qu'on a pas mal de points communs finalement. Et ces points communs, on les retrouve avec encore d'autres secteurs, avec le secteur du digital, avec l'industrie. Et finalement, on se rend compte que le point commun, c'est les mutations du secteur qu'on vit et les mutations du monde du travail. Ces mutations du monde du travail-là, on a trouvé une manière d'essayer de mieux les vivre et de mieux y faire face. Et c'est ce qu'on essaie de travailler avec ce petit collectif dont certains membres sont présents aujourd'hui. C'est de parler des conditions de travail et de la qualité de vie au travail. Donc les observations qu'on fait sur le travail dans le secteur du tourisme, elles sont celles d'organisation en collectif, dans des organisations avec un fonctionnement classique, avec un fonctionnement hiérarchique, mais pas que, d'organisations en collectif avec des fonctionnements non hiérarchiques, donc de plusieurs structures qui travaillent ensemble, comme c'est souvent le cas dans le secteur de la culture, avec des contrats de type différents. Quand on a des gens qui sont indépendants, quand on a des gens qui sont intermittents, quand on a des structures plus ou moins grosses et surtout complètement hétérogènes. Ce qu'on vit aujourd'hui, la question du travail à distance, qu'est-ce qu'on fait pour réagir quand on est empêché de faire le travail qu'on avait l'habitude de faire, et puis comment on gère les deux volets en fait qu'on a souvent dans différents secteurs, qui sont les métiers qui sont face à un public, et puis tous les métiers du back office, de l'administration, de la gestion, du management. Donc ça, c'est des problématiques. Nous, on les connaissait dans notre secteur, le tourisme, et on s'est rendu compte qu'en fait, on parlait à peu près de la même chose, quel que soit le secteur concerné. Parmi les principales
parmi les principaux champs qu'on essaie de creuser tous ensemble. Il y a tout ce qui concerne l'équilibre vie pro, vie perso. On s'en rend compte aujourd'hui avec nos intérieurs de maison qu'on voit tous derrière nous. C'est encore plus compliqué quand on est en télétravail avec des gros guillemets, puisqu'il s'agit plus de travail un petit peu forcé et dans des conditions un petit peu particulières que du télétravail habituel. Donc comment on gère cet équilibre-là, comment on gère cet équilibre-là en dehors de la période qu'on est en train de vivre, qui est déjà pas simple, comment on gère ce droit à la connexion et à la déconnexion, et puis comment on maintient du lien humain qui est, il me semble, la base de notre métier dans nos différents secteurs. Comment on maintient ce lien humain-là, comment on assure une survie financière aussi des entreprises dans ce contexte. Le sujet qui nous paraissait important de traiter ensemble et qui fait partie de la qualité de vie au travail, justement, c'est la notion de collectif, de faire ensemble. On a essayé justement dans la préparation de ce forum de mobiliser l'intelligence collective. Mais on va dire qu'avec la distance, ça se réduit un petit peu puisqu'on est dans un format qui laisse assez peu d'interaction. Mais voilà, c'est justement assez difficile de réagir dans ces conditions-là. Et donc cette notion de faire ensemble, de comment on travaille bien dans les équipes, que ce soit formalisé dans une seule équipe, dans une seule structure ou avec plusieurs structures, et puis comment on fonctionne avec une dynamique de réseau. Et ça, c'est vraiment vérifié en ce moment. Je pense que Georges et Béatrice pourront nous le confirmer tout à l'heure. Rien que le fait d'organiser des temps en fait où on discute ensemble de comment on s'organise, de comment on fait, des petits temps off en équipe, des temps pour discuter entre différentes structures complètement différentes, ça permet de relativiser aussi un petit peu nos problématiques qu'on a tendance à penser plus fortes que les autres. Et puis de se reposer des questions sur pourquoi je travaille avant de se dire comment je travaille, de vraiment se poser la question du pourquoi, du sens au travail comme moteur de cette qualité de vie au travail, justement. Cette question-là, elle s'impose encore plus aujourd'hui, il me semble, qu'auparavant. Et c'est une des notions qu'on traite avec le Limoges Act. La dernière notion, avant de laisser Florent détailler un petit peu la dynamique collective qu'on a lancée, pour illustrer justement, la dernière notion, c'est la notion de territoire. Dans le secteur du tourisme comme dans le secteur culturel, on travaille pas hors sol, on est ancré sur un territoire. Alors on peut travailler à l'échelle d'une région, on peut travailler à l'échelle d'un département, d'une commune, d'une interco, on peut travailler sur plusieurs endroits, mais on est souvent ancré dans le local, on prend en compte les ressources locales, et les ressources locales, elles sont tant l'histoire, ce qui compose le territoire, que les différents acteurs qui y travaillent et les gens qui y vivent, et agir sur ce sujet-là avec différents secteurs. Nous, on a trouvé que c'était une belle richesse, d'une part pour mettre en valeur les territoires sur lesquels on vit et sur lesquels on travaille, et d'autre part pour essayer de créer des dynamiques qui soient durables et pérennes, des parcours d'emploi qui soient peut-être un peu plus stables sur un territoire entre la culture et d'autres secteurs, ou simplement entre différents acteurs de la culture sur un même territoire. Donc cette notion de territoire, elle s'ajoute à la qualité de vie au travail qu'on connaît habituellement, et à la notion au concept qu'on essaie de forger avec ce petit collectif qui s'appelle la qualité de vie au travail territoriale, et donc qui concernerait les acteurs de la culture comme différents acteurs avec qui on n'aurait peut-être pas pensé parler auparavant. Florence, si tu veux bien essayer d'illustrer un petit peu ces propos introductifs par la démarche, et puis ensuite on demandera à Arnaud, Béatrice et Georges de témoigner sur en quoi la dynamique est importante pour leur organisation et pour le secteur culturel. Avec plaisir. On n'a pas prévu de présentation, donc on va essayer d'être le plus pédagogique possible.
et vous expliquer en fait le déroulement, l'histoire de Limoges Act, ce que c'est, les effets que ça produit, pourquoi on a fait ça, à qui ça s'adresse, et puis les sujets qui sont traités. Alors quoi? Qu'est-ce que c'est Limoges Act? Ben, comme l'a dit Charlotte, hein, c'est un collectif de managers de différentes entreprises sur le territoire de l'agglomération urbaine de Limoges. Et ensemble, à travers des méthodes, une méthodologie en fait basée sur l'intelligence collective, on travaille pour développer une meilleure qualité de vie au travail sur le territoire de Limoges. Alors pourquoi on fonctionne l'intelligence collective? C'est pour faire émerger des idées, parce qu'en fait c'est un concept novateur hein, qui n'existe pas ou peu, ou en tout cas pas à notre connaissance sur d'autres territoires, cette notion de QVTT, qualité de vie au travail territorial. Donc en fait on s'est dit que c'était tous ensemble qu'il fallait qu'on en donne les contours et la définition. Les effets souhaités en fait de Limoges Act, c'est de voir comment on peut avoir de nouvelles façons de travailler et surtout des nouvelles façons de manager afin de créer de l'épanouissement et en quelque part des meilleures conditions de travail. C'est aussi sur l'idée de réfléchir sur comment s'organise le travail. Souvent on cherche à répondre à la question de comment faire, comment travailler, comment faire tel dossier, comment monter tel ou tel projet. Nous, on essaye d'être un peu plus en amont, à dire pourquoi on travaille avant de savoir comment le faire. Donc, c'est ces questions-là qu'on essaie de pousser. Ce qui nous semble vraiment l'effet le plus positif aujourd'hui, c'est que c'est un réseau d'entreprises qui sont incarnées par des personnes et qui échangent entre pairs. Un manager d'une structure peut échanger, discuter le plus librement possible en fait avec un autre manager d'un autre secteur, sans concurrence entre guillemets. Et ça c'est vraiment du coup nous notre effet le plus positif. Alors pourquoi on avait voulu faire ça? Ben, c'était pour s'interroger sur le travail d'une manière générale. On l'a vu pas mal dans la table ronde précédente, en fait, qu'il y a des effets et que plus on réfléchit sur le sens et le fonctionnement des entreprises, ben, plus ça nous paraît pertinent après pour trouver les bonnes solutions. Donc vraiment s'interroger sur le travail, donner du sens au fonctionnement des structures. On a voulu travailler ça apprenante afin que le manager puisse s'entraider des solutions. C'était vraiment aussi un souhait. Et puis sur un territoire, comme l'expliquait Charlotte, hein, pour ancrer vraiment ça sur un territoire, pour qu'on puisse après, pour les entreprises, pour leur permettre de se développer, de réfléchir à tout ce qui est accueil, authenticité et attractivité du territoire. Donc on a voulu travailler sur un territoire. Alors ça s'adresse à qui, notre projet expérimental Limoges Act? Ça s'adresse à des managers, essentiellement, dans un premier temps. Pourquoi des managers? Parce que notre objectif, c'est de faire prendre conscience. Et les managers sont les personnes qui ont les pouvoirs de décision, entre guillemets, pour pouvoir en fait après essaimer tout ça et travailler avec les équipes. Donc notre intention de départ, c'est de sensibiliser des managers, travailler ensemble pour qu'ils puissent mieux définir les contours de la qualité de vie au travail, pour après en fait essaimer ça dans les entreprises en travaillant collectivement avec tous leurs collaborateurs. Il n'y a pas de secteur privilégié, on peut s'adresser à des secteurs privés comme institutionnels, des milieux associatifs, des milieux c'est ouvert en fait, parce que comme le disait Charlotte tout à l'heure, quel que soit le secteur dans lequel on travaille, ce sont des hommes et des femmes qui travaillent, donc les problématiques internes au fonctionnement des organisations sont souvent les mêmes. Alors pour faire ce projet-là, on s'est fait aider par l'ARACT, Charlotte et moi, mais on s'est fait aussi aider par une équipe pluridisciplinaire de 6 personnes qui viennent d'horizons différents, qui peuvent traiter de sujets très juridiques et administratifs, hein, mais qui peuvent aussi nous permettre d'aller chercher d'autres sujets comme de la ludopédagogie, comme de la créativité, comme des choses un peu plus complexes à aborder en entreprise, le fait religieux, l'égalité homme-femme, tout un tas de sujets qui permettent en fait de se poser des questions en interne.
alors, pourquoi on a fait ça à Limoges? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que Limoges, on a vraiment senti le terreau favorable, en fait, pour se poser ces questions-là. C'était la bonne échelle pour pouvoir réfléchir à ça. On a un réseau d'entreprises avec un fort potentiel économique. C'est une bonne ville, une grosse ville, qui est engagée en plus dans des démarches de bien-être avec ville santé citoyenne, ville créative de l'UNESCO. C'est une agglomération qui est très engagée en fait, qui travaille avec plusieurs acteurs et partenaires sur tout ce qui est attractivité du territoire, notamment avec le développement touristique et donc, tout un réseau de prestataires autour de la réflexion. Donc c'était pour nous la ville et le lieu idéal en fait pour se poser ces questions-là. Pour vous parler un peu plus concrètement du sujet et de comment ça s'est déroulé, avant de faire intervenir nos participants, on a créé un parcours sous la forme d'intelligence collective où on a réfléchi à plusieurs formats hybrides. On l'a vu, hein, vous l'avez vu dans les propos de plénière ce matin, l'hybridation de tout un tas de sujets. Nous, on a voulu faire un parcours de formation et d'accompagnement des formats hybrides. Donc, on a alterné des séances en présentiel, on a alterné des causeries à distance, comme on fait là aujourd'hui. On a alterné aussi avec des phases d'accompagnement individuel. Tous les participants du collectif, qui sont 8 aujourd'hui, pendant 1 an, comme le disait Béatrice, on a commencé il y a 1 an. Et on a également, avec ce groupe-là, créé une animation hebdomadaire en envoyant de la ressource, de la veille, des outils pour faire vivre la communauté et permettre en fait aux participants de Limoges Act de s'inspirer, d'utiliser des outils, des méthodes, des ressources et de les diffuser en fait en interne au maximum. Voilà, de nourrir en fait le collectif sur tout ce qui est conditions de travail, amélioration des conditions de travail. Les sujets traités ont été multiples. On a traité des sujets comme qu'est-ce que pouvait être le parcours d'un salarié sur un territoire, avec l'idée de mobilisation interne sur un territoire. Les notions d'attractivité, d'image et de recrutement ont été pas mal abordées également, parce que Limoges est un endroit où on peut avoir des problématiques de recrutement et de fidélisation en fait de salariés. Et bien sûr, on a traité ce qui nous tenait à cœur au démarrage, c'était le sens au travail, l'épanouissement, pour aller vers un engagement non pas forcé, mais un engagement, on va dire, normal des salariés pour leurs. Après, derrière les notions poussées, ce sont les notions de place du débat citoyen et d'intéresser en fait tous les acteurs d'un territoire et notamment des salariés pour s'impliquer sur le territoire sur lequel ils vivent, pour qu'ils réfléchissent bien à leur déplacement professionnel, qu'on travaille sur la mobilité douce en fait d'un territoire, pour que tout ça en fait s'harmonise et qu'on considère bien en fait que tout le monde peut nourrir le débat de la vie sur un territoire. Merci Florent, j'espère que vous avez un panorama global de l'expérimentation. Une petite question à Arnaud, qui donc a conçu et suit avec nous et accompagne les organisations de Limoges avec nous sur le sujet. Arnaud, avec ta vision à RACT, donc vraiment centré conditions de travail et QVT, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment on parle des conditions de travail et de qualité de vie au travail dans le secteur de la culture? Est-ce que tu vois des spécificités par rapport à d'autres secteurs? Et puis comment tu observes peut-être les interactions de ce secteur-là en particulier avec le territoire sur lequel les organisations sont implantées? Oui, merci Charlotte. En effet, du point de vue des conditions de travail, le secteur de la culture possède un certain nombre de caractéristiques ou de spécificités, en tout cas, qui lui sont pas forcément propres, mais qui sont bien marqués ou des marqueurs importants à prendre en compte quand on veut travailler ces questions-là avec le secteur de la culture. Une des premières caractéristiques, je dirais, qui est plutôt du coup propre au spectacle vivant, c'est la question de la présence et de la centralité de la relation avec le spectateur.
tout comme on le voit bien aujourd'hui, il y a certaines activités qu'on peut pas réaliser à distance ou en télétravail, comme usiner une boîte de vitesse. Ça, c'est pas possible en télétravail. Il y a une forme de rapport direct à la matière qui nécessite une présence, tout comme pour l'artiste ou le technicien, il faut que ça se fasse en contact du public. Alors je dis pas que le public est la matière première de l'artiste ou du secteur de la culture, mais il y a quelque chose en tout cas de cet ordre-là. Donc cette caractéristique fait que un écran d'ordinateur ne remplacera jamais un chapiteau, ne remplacera jamais un théâtre, ne remplacera jamais une salle de concert. Et on voit bien aujourd'hui que ça fait partie des caractéristiques importantes de ce secteur. Et donc c'est comment on peut se réinventer en tenant compte de ces spécificités. Et puis la seconde, je dirais, particularité du secteur de la culture dont on doit tenir compte quand on parle de qualité de vie au travail dans ce secteur-là, c'est la question de l'engagement. Un engagement qu'on qualifie généralement en sociologie du travail d'engagement vocationnel. Alors, c'est une spécificité du secteur de la culture, mais on la retrouve aussi dans d'autres secteurs d'activité. Je pense notamment à la santé, à l'éducation, le service à la personne, etc. Mais voilà, il y a cet engagement vocationnel qu'on retrouve dans le secteur de la culture. Alors, qu'est-ce qu'il va impliquer cette forme d'engagement? On peut qualifier ensuite que le lien qui s'instaure avec l'activité de travail relève ou possède un caractère quasi existentiel. Il va impliquer aussi de fortes exigences en termes de qualité. C'est pas du tout anecdotique parce que ça veut dire que quand la qualité est pas au rendez-vous, quand le travail peut pas se faire, il y a ce qu'on appelle dans notre jargon, nous, une exposition aux risques psychosociaux qui est particulièrement importante. Et puis, toujours sur cette question du registre du risque, cet engagement fait qu'on va privilégier la qualité, le résultat, peut-être parfois au détriment des questions de santé physique ou psychique, c'est-à-dire qu'on va pas forcément regarder toujours le nombre d'heures qu'on fait, si tout est forcément au rendez-vous en termes de sécurité, et souvent on peut constater que le résultat prime sur les conditions de réalisation. Donc ce rapport spécifique au risque, il faut pas le nier, il faut l'intégrer, du coup essayer de trouver des méthodes ou des outils d'accompagnement qui tiennent compte, je dirais, de cette spécificité, cette caractéristique qui est l'engagement vocationnel. Donc ça, c'était pour répondre à la première partie de la question autour de quelles seraient les caractéristiques de ce secteur. Ensuite, pour ce qui est de comment on peut animer tout ça et comment tout ça, ça peut prendre place sur le terrain, c'est, je dirais qu'on voit des choses aussi qui se développent de manière intéressante par rapport à une autre caractéristique qui est la question de l'intermittence. La question de l'intermittence, on le sait, fait partie du paysage managérial du secteur culturel, et ça peut nous interpeller sur quand on manage ou on dirige une structure culturelle, c'est jusqu'où on définit ou comment on définit le périmètre de la responsabilité de l'employeur, du directeur sur la santé, la sécurité des salariés ou de l'écosystème de la structure. Alors on le voit sur pas mal de structures. Alors cette question de l'intermittence, déjà, est-elle vraiment spécifique au secteur de la culture? On peut s'interroger quand dans une entreprise de n'importe quel secteur, on recrute des intérimaires, des CDD ou des prestataires qui sont sur site. On peut se poser la question de la responsabilité de l'employeur sur ces populations. Alors, ce qu'on peut constater aujourd'hui, c'est que il y a un certain nombre d'entreprises qui sont
engagés dans des logiques de qualité de vie au travail et qui ont ce souci de que la qualité de vie au travail rayonne aussi au-delà de l'entreprise, on va par exemple avoir des structures qui vont demander à ces prestataires de former les personnes qui travaillent au sein de l'établissement. Donc on voit que la volonté d'activer la qualité de vie au travail dépasse strictement le champ des salariés en CDI sous contrat. Donc ça, c'est particulièrement important. Et voire même, ça peut aller au-delà avec des structures qui ont vraiment la volonté de s'implanter de manière, je dirais, symbiotique dans leur écosystème. Je pense notamment à une entreprise à Châtellerault qui utilise cette question de la culture pour faire en sorte que les salariés développent leur qualité de vie au travail. Donc, de quelle manière, très concrètement, ça veut dire faire venir un historien pour l'histoire du geste, parce que on est sur la plasturgie, l'histoire de la matière à travers les âges, je dirais, pour donner du sens au geste professionnel des salariés. C'est faire venir un photographe pour ensuite faire une exposition et ensuite dire aux salariés, voilà, par le truchement de la culture, votre activité, elle intéresse et elle a aussi une existence dans le territoire. C'est faire venir des musiciens électro pour, à partir des bruits des machines, composer des morceaux. C'est organiser un concert de musique classique dans l'usine. Voilà, c'est tout un tas de dispositions qui vont faire que les salariés vont grandir en s'ouvrant aussi à la culture, que la culture va permettre d'avoir des nouveaux terrains de jeu ou des nouveaux terrains d'exploration. Donc la frontière entre une entreprise lambda et puis une entreprise du secteur culturel, on voit bien qu'il peut y avoir des interpénétrations assez importantes. Et ce qui est important de souligner, c'est que ce type d'initiative, ça valorise ou ça favorise la qualité de vie au travail des salariés du secteur industriel et la qualité de vie au travail des artistes. Et puis, c'est vraiment ancrer l'entreprise dans son territoire avec une forme d'équilibre ou de symbiose ou de rapport réciproquement profitable entre le secteur culturel et puis là, en l'occurrence, le secteur industriel. Donc, ces questions de qualité de vie au travail et puis de territoire, je pense qu'il faut vraiment les envisager dans une acception écologique ou systémique et qu'il y a des choses extrêmement intéressantes qui peuvent se produire de ce côté-là. Voilà, j'ai déjà été beaucoup trop long. Merci. Merci Arnaud. On va passer un petit moment avec Georges et Béatrice. Si vous pouvez en fait nous partager et nous raconter en fait pourquoi vous avez rejoint le collectif Limoges Act et puis nous partager votre intention de départ. Voilà, je sais pas. Béatrice, tu veux commencer? Oui. Donc vous nous avez contacté il y a à peu près un an, un peu plus d'un an en fait, pour nous proposer de participer à cette formation, puisque pour moi c'est une formation encore, ce qu'on a fait pendant un an et qu'on n'a pas complètement terminé encore. Nous très vite on a décidé que pour participer à votre formation, il y aurait également Christiane Bois qui est déléguée du personnel qui allait participer avec moi à toute cette formation parce que cette année nous sommes nous sommes encore dans une année de transition où à peu près un tiers de l'équipe part à la retraite et donc on a recruté 3 autres personnes pour travailler avec nous. Donc on est dans une très grand on est dans une période de changement en ce qui nous concerne. Donc de transition, donc il nous semblait important que la personne qui soit déléguée du personnel travaille également avec nous. Et ce qui m'a intéressé vraiment, c'est d'une part l'intelligence collective qu'on a développée entre les 7-8 entreprises qui ont travaillé, donc aussi bien au secteur culturel
l'opéra et nous, mais également, et ça, ce qui était extrêmement important pour nous, avoir des entreprises, travailler aussi avec des entreprises qui sont soit dans l'hôtellerie, soit un grand groupe industriel, le grand pour ne pas le citer, qui participe à cette formation. Également une entreprise qui travaille dans le domaine informatique et pas des moindres puisque c'est une entreprise qui s'occupe des statistiques de Facebook, donc qui est basée à Limoges et à Berlin. Ça c'est un petit peu de pub. Et puis également dans la partie touristique, donc la personne qui s'occupe du zoo du Rénou. Et j'en oublie, mais bon, voilà, vous compléterez après. Donc voilà, pendant un an, on s'est retrouvés à peu près tous les 2 mois, 6 semaines, 7 semaines, 2 mois, pour faire une journée de travail avec des psychologues, des sociologues, des historiens, des juristes, qui nous ont parlé de la qualité de vie au travail, mais pas seulement parlé, puisqu'on a également très concrètement participé à des ateliers, justement pour expérimenter ce qu'est l'intelligence collective et pour que ensuite dans nos entreprises on puisse le mettre à profit. Donc encore une fois, c'est une expérience qui est toujours en cours puisqu'on devait terminer par un séminaire de 2 jours la semaine dernière, c'est ça, ou cette semaine, je sais plus, donc qui n'a pas lieu évidemment. Et en ce qui nous concerne, après on a demandé un accompagnement avec Florent voilà, et Charlotte pour travailler par la suite sur nos accords collectifs d'entreprise. Donc on veut développer, puisque les accords collectifs qu'on a datent d'il y a 15 ans, sont plus du tout adaptés, et on veut travailler justement en faisant appel à cette intelligence collective de l'ensemble de l'équipe pour travailler là-dessus. Voilà, c'est un peu là où on en est en ce qui nous concerne. Super, merci Béatrice. Georges, pareil, même question, un petit peu, pourquoi tu as rejoint le collectif Limoges Act, ton intention de départ, et puis ce que tu peux nous en dire un petit peu aujourd'hui. Bien sûr. Alors bonjour tout le monde. Nous, allez, je vais plutôt commencer par une anecdote. Ce qui a motivé le fait de rejoindre le projet, c'est avant tout du côté de l'Office de tourisme et de sa directrice, qui nous a très longtemps expliqué les mérites et les perspectives que pouvait offrir un projet comme celui-là. On a pris un temps pour réfléchir, je crois que c'était à peu près 2 mois, pour interagir avec l'équipe projet et puis même ici en interne, et voir en fait ce que de notre côté on était en capacité d'offrir. Parce que un investissement comme celui-là, ça demande quand même beaucoup de temps et ça demande également effectivement de pouvoir s'y investir totalement. Donc voilà, ce qui aujourd'hui au vu du contexte était pas chose évidente. Donc voilà. L'autre chose qui nous a également motivé, c'est la curiosité. Parce qu'un projet comme celui-là, il est complètement inédit. En tout cas, à ma connaissance, je n'en connais pas d'autres sur le territoire. Et l'autre chose également, c'était le fait qu'on se retrouvait au sein d'un projet qui était pluridisciplinaire. Comme l'a souligné Béatrice, effectivement, au quotidien et de façon hebdomadaire, on a pu échanger au fur et à mesure des réunions avec différents secteurs économiques. Et ça, pour le coup, c'était plutôt intéressant parce que, comme a également souligné Béatrice, ça nous a permis de faire la connaissance de d'autres secteurs et de pouvoir échanger sur des questions qui sont communes à nous tous les jours, qui peuvent être aussi bien des questions managériales que des questions d'organisation. La troisième chose, et je pense qu'il existe encore de très nombreux points qui font que ce projet-là est très suffisant, c'est effectivement la manière dont le projet s'est décliné, c'est-à-dire la façon dont l'équipe projet, au fur et à mesure, a organisé des échanges. Toutes ces logiques-là, à titre personnel, je ne les connaissais pas. Que ce soit l'intelligence collective ou même la façon de procéder, d'interagir ensemble, c'était complètement inédit. Et ça venait notamment quelque part un petit peu bouger les codes de ce que moi j'imaginais comme étant de la communication et notamment les échanges que je peux avoir avec mes propres collègues ou avec mes propres partenaires. Ça pour le coup, on a trouvé ça pertinent parce que dans le format qui était le nôtre, c'est-à-dire étudier et comprendre ce que pouvaient être les QVT au sein de nos différents secteurs, il y avait à l'intérieur cette capacité aussi pour nous, finalement, à revoir notre manière de communiquer, qui elle-même participe au QVT
au quotidien avec nos propres équipes. Donc, comme l'a si bien dit Béatrice, il y avait un aspect projet, parce que quelque part, il y avait aussi pas une commande, mais un objectif, voire des objectifs. Mais il y avait aussi cet aspect formation qui a été, je pense, pour chacun d'entre nous, et qui est encore aujourd'hui, une façon après de pouvoir s'emparer de ce que l'on a appris pour nous-mêmes, petit à petit, l'expérimenter dans nos propres échanges au quotidien. Donc, pour résumer, et pour éviter que ça reste comme ça trop généraliste, pour l'Opéra Limoges, ce qui était séduisant, c'était effectivement de pouvoir interagir sur les questions de qualité de vie au travail avec d'autres secteurs économiques que celui qui est de la culture, donc de pouvoir voir comment ça se passe aussi au sein d'une entreprise comme Le Grand, mais aussi au sein du groupe Celios, etc., etc. De pouvoir aussi effectivement échanger avec nos différentes expériences sur ce que nous on considère comme étant des QVT, et quelque part aussi installer un projet que l'on espère être un projet qui va rester, qui va se pérenniser et qui permettra petit à petit d'étudier l'attractivité d'un territoire qui, comme l'a si bien dit Florent, est un territoire, à l'inverse de ce qu'on peut souvent dire, très attractif. Voilà pour mon témoignage. Merci beaucoup à tous les deux. Je vous poserai même une autre question. Vous l'avez commencé, vous avez déjà commencé un petit peu à y répondre, mais avec votre regard d'un an désormais sur le parcours, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ça vous semble important de créer des espaces de discussion dans vos organisations en interne et qu'est-ce que ça vous apporte en fait au quotidien de discuter des conditions de travail chez vous par rapport à votre secteur d'activité, le secteur touristique. Voilà, comment vous réagissez en fait à ça, de pouvoir vraiment discuter de comment on travaille au sein de vos organisations. Vas-y. On l'a toujours discuté parce que ça fait vraiment partie des échanges que l'on a au quotidien. Encore une fois, c'est le nom qu'on peut lui donner. La qualité de vie au travail, quelque part, c'est toutes les problématiques que l'on peut avoir, nous, entre collègues, ou dans notre façon d'organiser les différents projets, sauf qu'on va lui donner ou qu'on lui donne un nom différent. Là, aujourd'hui, le fait de lui donner une définition, d'en définir l'objet et d'y travailler dessus de manière plus précise, c'est ça ce que ça a pu nous apporter. C'est-à-dire de pointer du doigt différemment certains aspects de notre organisation et de concevoir la question de la qualité de vie au travail comme un potentiel supplémentaire pour créer de l'attractivité par rapport à notre secteur. Merci Georges. Oui, et pour nous, comme tu le dis, effectivement, nous sommes dans des structures culturelles donc qui, a priori, ont l'habitude de partager un certain nombre d'éléments entre les équipes. On n'a pas de la culture du secret, enfin rarement, je pense, dans le secteur culturel en tout cas. Nous, ça nous permet de poser un cadre. Effectivement, évidemment, on discute très régulièrement et de nos missions et de notre rapport à ce métier qui est un métier passion, comme tu disais, puisqu'on le définit souvent comme ça. Mais de poser un cadre en disant bon, là, c'est quoi la part de notre travail aujourd'hui, comment on le fait, comment on réfléchit dessus et comment on peut l'améliorer en faisant jouer des choses que moi je connaissais pas avant, donc qui est cette fameuse entre guillemets intelligence collective, avoir des outils pour ça et pouvoir travailler peut-être un peu différemment entre nous que d'un aspect binaire en fait. Je suis d'accord, je suis pas d'accord. Bon, ok. Et comment on va au-delà de ça en fait et comment on construit ensemble. Merci à tous les deux. On a 2 questions qui nous sont remontées. Je propose de te poser la question, Charlotte, sur une première question, et peut-être d'ailleurs que même Arnaud pourrait y répondre. C'est une question qui parle du vocabulaire de la qualité de vie au travail, de la QVT. Alors je lis la question, est-ce que le vocabulaire de la QVT ne doit-il pas être adapté au secteur culturel afin de susciter un engagement plus important? En effet, on parle rarement de management, d'entreprise, car ce sont peut-être des mots qui peuvent effrayer les structures, car c'est trop proche du secteur privé. Charlotte, qu'est-ce que tu en penses? Ben, merci pour la question déjà, parce que c'est une question qu'on se pose tous souvent.
Et Georges en a donné un extrait de réponse là déjà tout de suite en fait en disant que la QVT en effet, en plus avec des acronymes, il y en a partout, c'est un petit peu barbare, mais au final on parle. Alors il y a un champ qui est délimité derrière la QVT, c'est différents secteurs, c'est la santé au travail, c'est les espaces de discussion dans l'entreprise. Il y a plein de choses qui sont recherchées, analysées, exposées avec des boîtes à outils, etc. Mais le fond du sujet, c'est vraiment comment on travaille, qu'est-ce qui est satisfaisant. Là, c'est Yves Clos de l'ANACT qui disait que le premier facteur de qualité de vie au travail, c'est le sentiment de faire un travail de qualité. Et là, en fait, j'ai l'impression que tout est dit, quoi. Derrière ces mots qui peuvent être un petit peu barbares, c'est vraiment le pourquoi on travaille, comment on travaille et qu'est-ce qu'on fait derrière. Ça concerne vraiment tous les champs de l'organisation. Et en effet, on peut avoir un vocabulaire dans certains secteurs. Alors, ça dépend vraiment des secteurs où on peut parler de management, d'entreprise, qui sont des mots un peu barbares pour peut-être aussi pour le secteur culturel. On peut l'adapter en parlant d'organisation. En adaptant avec les mots qu'on veut, quoi. Ce que je trouve chouette avec en parlant justement avec différents secteurs, c'est qu'on voit qu'on arrive à s'accorder au-delà de ces mots barbares sur ce qu'on travaille ensemble sur le fond, et que après chacun adapte avec la manière dont il le souhaite. Je voulais en effet avoir le complément d'Arnaud peut-être là-dessus, parce qu'en effet on en développe des acronymes au niveau de l'ARACT, mais finalement est-ce qu'on s'y retrouve quelque part sur le fond du sujet? Alors je vais faire le vieux de la vieille. Quand je suis arrivé il y a 12 ans à l'ARACT et qu'on parlait de management, je me rappelle notamment dans des secteurs comme le secteur social ou le travail social, le mot de management, parce qu'en plus c'était un anglicisme, faisait bondir tout le monde. Aujourd'hui, on voit que c'est complètement rentré dans les mœurs et dans le vocabulaire. Après, voilà, je comprends et je conçois tout à fait qu'on puisse être rétif aux anglicismes et qu'on puisse inventer d'autres terminologies. Néanmoins, ce terme de management, s'il fait débat, je dirais tant mieux, et notamment tant mieux dans le secteur de la culture ou le secteur associatif aussi. Alors, et souvent, les deux peuvent être interconnectés. Parce qu'il amène la question de qui manage quoi, ou qui dirige qui, comment, entre la répartition des rôles, des fonctions, avec le conseil d'administration, le président, le directeur, etc., les responsables peut-être sur des responsabilités d'équipe un peu plus directes. Donc, si ce terme de management fait débat, je dirais tant mieux, et même poussons le débat un peu plus loin pour savoir qui doit faire quoi auprès des équipes pour les animer, faire les plannings, organiser l'activité, prendre des décisions, etc., etc. Donc, si ça fait débat, tant mieux, mais il faut en débattre tous ensemble, et je pense qu'on pourra s'en sortir par le haut en ayant des vraies discussions là-dessus. Deuxième complément sur le terme de qualité de vie au travail. Le terme de qualité de vie au travail, il est plutôt destiné à des démarches qu'on va qualifier d'ambitieuses, de faire du travail quelque chose qui va étayer l'individu par une existence sociale, un travail de qualité, etc. Donc c'est toutes ces effets positifs que le travail peut avoir sur un individu qu'on va essayer de creuser. Mais par contre, j'attire l'attention sur le fait que qualité de vie au travail, c'est pas le bonheur au travail, et c'est pas non plus quelque chose qui est censé mettre de côté ou gommer le fait que le travail parfois peut faire souffrir, alors qu'on appelle ça risques psychosociaux, stress ou autre. Mais en aucun cas, cette terminologie
n'est destiné à gommer les effets potentiellement délétères du travail sur l'individu. Donc, c'est pas pour le gommer, c'est pas pour le nier, parce qu'il faut le traiter par ailleurs, mais vraiment, c'est propre à des démarches où on va essayer de voir comment on peut développer un travail de qualité dans l'intérêt de la structure, des prestations, des spectacles, mais aussi dans l'intérêt de l'épanouissement des individus. Donc ça renvoie plutôt à ce registre-là. Merci, merci Arnaud pour l'éclairage. On a en effet un commentaire dans le chat qui dit que la question du vocabulaire du management se pose également dans le contexte de l'ESS. Il y a une acculturation nécessaire du monde culturel à ces termes. Alors, en effet, en fait, comment on en parle, comment on s'accorde, et l'important, comme dit Arnaud, c'est d'en parler ensemble. Et puis peut-être que quand Karl nous présentera tout à l'heure le guide des bonnes pratiques de l'ESS, on évoquera aussi toute cette terminologie-là. On avait une seconde question dans le chat que je vais adresser à Florent, qui pourra peut-être être complété de témoignages de Béatrice et de Georges ensuite. C'est comment la Mona et l'ARACT ont-elles choisi les structures culturelles concernées? Sur quels critères l'expérimentation a-t-elle vocation à être renouvelée avec un autre groupe? Merci pour la question, c'est une très bonne question. En effet, on a travaillé, on l'a pas forcément dit au démarrage, on a travaillé de concert en fait ce projet avec Clotilde Cassot, la directrice de l'Office de tourisme de Limoges Métropole, dans son autre intention de départ de créer ce collectif-là et cette synergie-là sur le territoire de Limoges. Et donc on s'est réunis tous les trois et pour savoir en fait qui allait voir. Et on a voulu un public mixte. On a voulu, enfin mixte au niveau des, pardon, des secteurs, donc d'aller sur plusieurs secteurs d'activité. Et puis on a voulu se rapprocher, pas forcément des personnes qui étaient des adhérents à l'office de tourisme, mais qu'on s'adresse à un public assez large. Donc on a frappé aux portes de structures emblématiques de la ville, comme l'Opéra, comme le Grand, comme le Festival des Francophonies, comme Tripniti, et on a été les voir avec cette intention de départ, une grille de questionnement qu'on avait construit en fait en amont avec Charlotte pour pouvoir faire connaissance avec l'organisation et l'entreprise. Donc avec une trentaine de questionnements qu'on avait à poser et voilà 2 heures de réunion avec les personnes qui représentaient ces structures, pour voir avec eux en fait là-dessus. Nos critères étaient simples, hein, c'était de capter l'intention de la personne et de voir s'il y avait une possibilité en quelque part de remise en question de manière positive, hein, à savoir est-ce que la question et le collectif est ouvert en fait à des pratiques, est ouvert en fait à poser des bonnes questions ou d'autres questions sur comment on manage nos équipes, comment on manage nos projets. Donc voilà, on a eu les voyants qui étaient ouverts sur pas mal des entreprises qu'on a été voir, et ça s'est avéré en fait jackpot, puisque en fait aujourd'hui tout le monde est rentré dans cette dynamique-là. Et comme le disait Georges tout à l'heure, en fait, ça a vocation à durer. Donc aujourd'hui, nous, l'expérimentation, donc c'était vraiment une expérimentation sur une année. Elle a vocation aujourd'hui à se déployer sur le territoire de Limoges. On a vocation à ce que la communauté grandisse et que d'autres entreprises nous rejoignent. Voilà, aujourd'hui, on est en train de réfléchir à comment ce collectif peut s'agrandir, quelles sont les conditions et comment tout ça peut s'animer sur un territoire avec de nouvelles entreprises qui rentrent progressivement dans cette réflexion. Merci Florent. Je vois un commentaire qui demande si l'expérimentation Limoges Act réservée aux managers ne risque-t-elle pas de renforcer la verticalité des organisations? Comment aller vers plus d'horizontalité et faire bouger les gouvernances? Donc j'avais un petit élément de réponse et puis peut-être qu'après on peut
peux faire appel à Béatrice et Georges justement pour avoir votre point de vue sur le sujet. L'idée était vraiment, comme l'a dit Florent au départ, de choisir l'endroit où ça bouge et qui fait bouger en fait. Et pour nous, ce qui fait bouger les organisations, c'est des gens qui ont un pouvoir de décision. Donc principalement des gens qui sont soit à la tête des organisations, soit avec une posture de management. Mais évidemment que c'est pas par là que ça bouge uniquement. Et heureusement, on l'a dit tout à l'heure, l'idée c'est l'intelligence collective, la force du collectif. Donc l'idée c'était d'accompagner les managers pour cette prise de conscience là, qui puisse être facilitée ensuite avec un dialogue avec les équipes. Donc l'idée est bien de travailler sur tous les plans en fait et d'essayer d'amener un petit peu plus d'horizontalité, de changer un petit peu la manière dont les organisations fonctionnent de manière habituelle et pyramidale. Je pense que le secteur culturel fait pas défaut à la règle. Et de voir justement comment on décale un petit peu son regard. Et ça se joue par les managers et les dirigeants d'abord, et puis ensuite avec toute l'équipe. Peut-être Béatrice ou Georges, un commentaire là-dessus sur la manière dont vous voyez les choses. Béatrice, je te vois au panier du chef. Oui, oui, tout à fait. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure en ce qui nous concerne. Dès la première journée de formation que nous avait proposée, on a décidé en interne que Christiane, donc qui est là, encore une fois, je l'ai expliqué tout à l'heure, la déléguée du personnel des francophonies des écritures à la scène, participe à l'ensemble des ateliers. Donc ce qu'elle a fait. Et pour nous, en tout cas, ça nous semblait important qu'il n'y ait pas que la partie managériale, puisque on travaille aussi sur une transversalité. Bon, depuis le changement de direction, on va dire, on travaille sur une transversalité également des responsabilités et du travail collectif, qui est aussi lié comme j'ai dit tout à l'heure également, au fait que l'équipe est en phase de changement assez important, pardon. Voilà, donc ça nous semblait important que et Christiane et moi on participe de nos points de vue respectifs et de nos missions et postes respectifs à vos ateliers, ce qui nous permet ensuite dans le travail que l'on va faire en interne de travailler beaucoup plus rapidement en se comprenant plus facilement également pour mettre en place les actions que l'on va faire au sein de la structure. Georges, tu avais une remarque à faire sur le sujet aussi? Oui, alors c'est plutôt une remarque sur le management. À l'Opéra Limoges, en fait, effectivement, il y a une organisation avec une hiérarchie, etc., etc. Ce qui m'a séduit dans le projet, c'est ce qui m'a séduit également ici, à l'Opéra. C'est-à-dire qu'on a un management qui est plutôt, je peux pas dire à l'horizontale, mais quand même qui est, en tout cas au quotidien, fait et passe par énormément de dialogues. Donc on est quand même sur ici un endroit dans lequel tout est très bien hiérarchisé, très bien organisé, mais dans lequel il y a énormément d'espace de discussion. Donc du coup, ce côté séduisant que j'apprécie énormément au travail, je le retrouve également dans le projet en fait. Et je pense que petit à petit, en tout cas quand j'échange avec mes autres collègues d'autres structures culturelles, on retrouve ce besoin petit à petit également d'apprendre à structurer les échanges de façon managériale dans le secteur culturel. Certes, mais tout tient important en fait de notre ADN, c'est-à-dire le dialogue avant tout. Voilà, je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve quand même assez régulièrement dans le secteur culturel. Il y a aussi cette notion de service, et notamment de service public, avant tout. Donc voilà, et je pense que ça rejoint un petit peu aussi l'ADN du projet. Je sais pas si j'ai bien résumé, mais c'est à peu près ça l'idée. Merci, merci Georges. En effet, je complète sur le côté changer la gouvernance. En fait, comment faire pour ça? Ben, c'est un long chemin. Hein, là, ça fait 1 an déjà qu'on travaille avec des structures et ben, les choses bougent petit à petit et c'est normal. Pour ça, les ingrédients qu'on a utilisés, c'était justement les espaces de dialogue,
l'intelligence collective et puis se former en fait avec des approches différentes. Il y a une des structures avec lesquelles on travaille également qui est en train de mettre en place une gouvernance partagée. Donc il y a vraiment différents stades en fait en fonction des possibilités aussi de chaque structure avec son statut juridique, son fonctionnement, l'ancienneté des personnes qui y sont, etc., etc. Donc, bon, la leçon principale qu'on a apprise cette année, il me semble, c'est que tout ça, ça prend du temps. Il faut du temps, de la patience et beaucoup, beaucoup, beaucoup de discussions. Je voyais pas d'autres questions. Peut-être qu'on peut passer au guide des bonnes pratiques de l'ESS pour illustrer. Et puis je pense que Karl, tu pourras nous faire ton retour aussi sur toute cette notion de jargon un petit peu QVT, management. Est-ce que ces termes sont abordés justement dans ce guide des bonnes pratiques de l'ESS? Et puis qu'est-ce que vous avez vous au niveau de la chambre régionale de l'économie sociale et solidaire? Des bons conseils et des bonnes pratiques qui s'appliquent au secteur de la culture, mais à l'ensemble des structures qui sont concernées par l'ESS. Ok, je vais déjà essayer par pas trop jargonner, moi. Vous m'arrêtez si c'est le cas. Peut-être j'attaque par le guide, c'est ça, par la présentation du guide? Ouais. Comme tu veux. Ouais. Alors je sais pas si j'ai envoyé un support, mais tard bien sûr, donc on va faire sans support et si besoin on fera passer les infos. Donc le guide des bonnes pratiques, donc c'est un outil. Donc juste pour remettre un peu dans le contexte, c'est sa genèse, son histoire, ça remonte à la loi ESS du 31 juillet 2014, la loi dite Hamon, qui a permis d'apporter un cadre à l'économie sociale et solidaire, notamment une définition juridique, mais aussi qui a introduit un certain nombre d'outils, et dans ces outils, il y a notamment l'article 3 qui prévoyait l'élaboration et la diffusion d'un guide de bonnes pratiques de l'ESS. Donc ce guide-là, déjà, alors il s'adresse effectivement aux structures ESS, notamment culturelles, mais pas que. Voilà, et ça n'a pas de caractère contraignant, donc c'est vraiment, ça s'adresse aux structures ESS volontaires, donc c'est une démarche volontaire. Donc c'est inscrit dans la loi l'existence de ce guide, mais c'est pas une obligation évidemment pour les structures de l'ESS de l'appliquer. Voilà. Alors, à quoi il sert ce guide? Il avait, à l'origine, et puis il a toujours ces 3 objectifs. Comme je disais, ça reste un outil. Donc, c'est un outil au sein de différentes structures employeuses. C'est déjà engager une réflexion stratégique. Donc, sur différentes thématiques. Je vais y revenir très rapidement tout à l'heure. Donc c'est un outil pour se poser des bonnes questions, pour engager de la concertation, du dialogue au sein des structures de l'économie sociale et solidaire. C'est un outil aussi qui a vocation à accompagner et à aider aux transformations des pratiques. Donc comme je l'évoquerai tout à l'heure, pratiques en matière d'emploi et de qualité de vie au travail, mais pas uniquement. Et c'est aussi un outil un guide, ce guide-là, il a été construit pour permettre aux structures ESS aussi de valoriser leurs pratiques, de mettre en avant les bonnes pratiques qu'on pouvait retrouver dans ces structures. Donc voilà. Donc à travers cet outil, donc je disais, c'est les guides des bonnes pratiques. Alors c'est pas les bonnes pratiques en matière de qualité de vie au travail. C'est articulé c'est beaucoup plus large, articulé autour de 8 axes. Donc qui sont l'axe en matière de gouvernance démocratique, en matière de concertation au sein de l'entreprise, en matière d'ancrage territorial des entreprises, en matière de politique et ressources humaines, en matière de place des utilisateurs au sein du projet, en matière de politique de diversité au sein de l'entreprise ou de la structure, en matière aussi de transition énergétique, écologique et des questions environnementales, et en matière éthique. Voilà. Donc il y a ces 8 grands axes. Donc on le voit. Enfin, je ne détaille pas là, mais
C'est évidemment pas que ça touche pas que les questions de qualité de vie au travail. Par contre, on les retrouve dans plusieurs de ces 8 axes. Quand on parle de gouvernance démocratique, quand on parle de politique, évidemment politique, ressources humaines ou de diversité au sein d'entreprise, on touche les questions évidemment de qualité de vie au travail. Alors comment il marche de manière très pratique, ou comment s'en emparer pour une structure. Alors je disais, c'est un guide, donc c'est un document, hein, papier, donc qui articule autour de ces 8 thématiques, et qui permet, donc c'est un document, alors pour rien vous cacher, ceux qui le connaissent déjà, c'est pas forcément très simple de s'en emparer parce que c'est assez dense, il y a pas mal de choses. Par contre, voilà, si on... Pardon? Hop. Ah bah ouais. Ah ouais, nickel. Ah bah, j'étais sur mon document, mais pardon. Bon, on peut avancer du coup d'une slide. Du coup, sur ce livret, voilà, c'est ce que j'évoquais, c'est que en fonction des différentes thématiques, ça permet aux entreprises, aux structures de se poser des questions importantes. Donc, je vais citer 2-3 exemples après, mais des questions qu'on peut se poser en interne, des indicateurs pour voir où on en est, se positionner. Mais aussi derrière, donc c'est aussi proposer essayer d'apporter des ressources. Donc il y a notamment dans le deuxième document rattaché au guide des bonnes pratiques, il y a un certain nombre d'exemples, par exemple une présentation un peu plus détaillée ou des ressources pour aller un peu plus loin sur les différentes questions. L'idée derrière, c'est que les structures puissent s'emparer des 8 thématiques, mais peut-être que d'un axe, par exemple la QVT, et puis creuser ces sujets-là avec le guide. Donc l'idée, c'est certes de se poser les questions, mais bien sûr d'essayer de mettre en place des actions pour essayer de s'améliorer, et puis les évaluer. Donc ce guide-là, c'est encore une fois pas une finalité, c'est vraiment un outil qui doit servir aux structures de support à une démarche. Voilà, donc après j'ai mis sur quelques exemples sur par exemple les politiques RH. On pas forcément les lire là. Après, on s'est évoqué tout à l'heure, il y a aussi par exemple des questions sur que fait, que met en place la structure, l'entreprise pour permettre une bonne articulation de la vie personnelle et professionnelle. Voilà. Donc il y a ce genre de questions, une série d'indicateurs derrière qui peut être décliné, qui n'est pas exhaustive, mais qui permet aux structures de se positionner. Donc là, c'est voilà, d'autres exemples d'indicateurs qui sont présents. Donc voilà un petit peu. Donc ça paraît très dense, comme je disais. Après, quand on s'en empare, c'est quand même bon. Il y a quelques questions quand on creuse un petit peu, c'est quand même voilà, assez simple, on va dire, de s'en emparer. Voilà. Et du coup, si on peut dérouler. Ah ben j'ai déjà fini. Moi, je sais pas si je vais vite là. Du coup, ce guide-là, juste pour vous, si vous souhaitez aller plus loin, donc j'ai mis quelques liens dans la présentation là. Sinon, si vous tapez sur votre moteur de recherche guide des bonnes pratiques, vous pouvez facilement le télécharger et creuser un petit peu plus ces questions-là. C'est aussi disponible évidemment sur le site de la CRES Nouvelle-Aquitaine. Je ne sais pas si j'étais très clair. Il me semble avoir été très rapide, par contre. C'était rapide, mais il me semble que c'était clair. Merci beaucoup, Karl. Pas de souci. C'était clair et c'était complémentaire, il me semble, à ce qu'on a vu auparavant. Parce qu'en effet, on a tendance à penser peut-être que la QVT c'est un champ particulier, mais finalement on entre par là et puis on détricote la ficelle. C'est un des ateliers qu'on a fait d'ailleurs avec les organisations du Limoges Act, de détricoter la ficelle pour voir un petit peu tous les liens déjà entre les structures du territoire et puis entre les différents pans de l'organisation.
Donc en fait, on entre par la santé au travail et puis on se retrouve avec des questions sur les ressources humaines, sur la formation, sur le modèle de gouvernance. Donc vraiment, c'est un moyen de commencer en fait à rentrer dans le sujet et de se poser des questions. Et puis après, on ouvre tout un champ. Pour nous, la qualité de vie au travail, ça recouvre tout ça, quoi. On va vraiment sur tous les différents champs et ça inclut justement toutes ces notions de diversité en entreprise, d'échange, de travail en équipe. Et donc pour ça, c'est chouette. On a le guide des bonnes pratiques de l'ESS, on a beaucoup d'outils qui sont développés par l'ARACT Nouvelle-Aquitaine et puis par l'ANACT au niveau national. Et puis là, ce qu'on fait dans le cadre du Limoges Act, c'est vraiment constituer notre boîte à outils propre. Alors on n'en invente pas forcément tout le temps, mais on en reprend, on les adapte et puis on les partage entre structures du Limoges Act. Et il me semble que ce qui fait la force du collectif, c'est les échanges et c'est les témoignages croisés qui permettent peut-être de relativiser ces problématiques et de s'inspirer de ce qui se fait chez les voisins. Peut-être un petit mot avant je regarde, il est 17h10. On a encore 20 petites minutes. Un petit mot de chacun, peut-être en retour à ce qui vient d'être présenté sur le guide des bonnes pratiques de l'ESS, peut-être en réaction aux différentes questions qui ont été posées, et puis en quoi le fait de s'enrichir mutuellement en fait entre entreprises et organisations d'un territoire est au service à la fois du secteur de la culture et puis du territoire sur lequel on travaille. J'ai mis 3 questions en une, c'était un petit peu large et en plus il commence à être tard, donc on est tous un petit peu fatigués. Arnaud, peut-être un petit mot? Non, simplement, quand on évoque les questions de gouvernance, ça peut paraître comme ça un petit peu abstrait, mais la QVT, on sait quand ça commence, mais on ne sait pas jusqu'où ça peut vous emmener. Et je prendrai simplement l'exemple d'une structure du secteur associatif qu'on a accompagné. Donc, ils ont commencé leur démarche qualité de vie au travail et de manière un petit peu volontariste, ils sont arrivés à la conclusion que s'ils voulaient vraiment rompre un peu cette verticalité qu'on évoquait tout à l'heure, il fallait que les représentants du personnel siègent aussi au conseil d'administration. Donc, évidemment, ça a pris tout un processus. On évoquait le management ou le rôle de la direction. Il a été très important dans cette transformation ou cette évolution de la gouvernance, mais la QVT, ça peut vous emmener jusqu'à ce type de transformation, je dirais, structurelle par rapport à la composition de la gouvernance, ce qui est ensuite absolument pas anecdotique. Hein. Ça veut dire que les salariés, on voit au chapitre, pas que au moment où il faudrait écrire le projet associatif ou le projet de structure, mais aussi dans les décisions qui se prennent au niveau du conseil d'administration. Donc derrière, simplement pour préciser que derrière ces grands thèmes, il y a des actions concrètes et il y a des actions qui transforment le quotidien et la vie des structures. Merci Arnaud. Georges, un petit mot? Oui, je pense que pour les structures culturelles, pardon, un projet comme celui-là, en fait, il est important pour toutes les raisons qu'on a pu évoquer aujourd'hui, et c'est la raison pour laquelle je pense que ça pourrait être intéressant de poursuivre des échanges. Là, effectivement, tout à l'heure, la question avait été posée par rapport au panel, c'est-à-dire par rapport au choix des structures culturelles qui avaient été sollicitées. Donc, comme on l'a vu, hein, c'est une première, donc il y avait aussi l'opportunité de pouvoir essayer de fédérer les acteurs locaux qui étaient présents et actifs. Maintenant, on va peut-être pouvoir passer plus tard, à la fin de cette première expérimentation-là, à quelque chose de peut-être plus large. Ça, c'est à vous de le décider et voir comment on pourra l'opérer. Et je suis convaincu, effectivement, que pour nos collègues, ça peut être vraiment intéressant de pouvoir s'inscrire sur un projet comme celui-là. Voilà. Et notamment sur quelque chose qui, moi, me semble de plus en plus nécessaire, c'est le fait de pouvoir
pas se comparer, mais de pouvoir vraiment voir comment ça se passe ailleurs que dans le secteur culturel et de pouvoir voir aussi comment ça se passe d'un point de vue administratif et organisationnel dans d'autres espaces que les nôtres. Merci Georges pour cette ouverture. On finira justement par la suite en fait qui peut être imaginée à cette expérimentation. Béatrice, est-ce que tu veux nous dire un dernier petit mot? Oui, pareil, pour nous, ce qui est important aujourd'hui, entre non seulement évidemment le travail que l'on a entrepris en interne, qui est un gros boulot, hein, faut pas se le cacher, mais en tout cas, c'est une remise en question qui est nécessaire. Et une construction, en plus, c'est pas qu'une remise en question, c'est une vraie construction. Ce qui nous semble important dans le projet que vous avez apporté, c'est effectivement cette pluridisciplinarité des structures qui sont représentées encore au sein de l'Image Act, ce qui nous permet de voir qu'en fait, il y a des problématiques semblables et différentes, mais je dirais qu'on s'est tous enrichis pendant un an des expériences des autres et des réflexions des autres surtout. Donc voilà, c'est extrêmement productif pour nous parce que c'est un travail à moyen terme et qui agit en nous au jour le jour. Donc c'est important. Voilà. Et je m'excuse parce que du coup, nous, on a un conseil social économique juste derrière, justement. Donc, je vais vous quitter et merci encore et à tout bientôt. Merci énormément, Béatrice. Pas de souci pour nous quitter. Moi, je vais vers un petit mot aussi. Tout à l'heure, Béatrice le disait, le projet Limoges Act a commencé il y a un an et on devait le terminer parce que tout projet a une fin avant qu'il se déploie. On devait le terminer la semaine dernière, le 5 et 6 novembre, en présentiel, avec un séminaire immersif où on devait réfléchir en fait à comment passer de notre posture un peu d'avant à notre posture de demain et intégrer en fait tout ça dans notre quotidien professionnel. Mais on n'a pas pu le faire, donc on accepte la période. On l'a vu dans les tables rondes précédentes et dans la plénière aussi de ce matin, on accepte un peu ce que nous subissons, ce que nous vivons, tout au moins. Donc on le reporte. Et on est en train de travailler sur ce déploiement en fait avec l'Office de tourisme de Limoges et Limoges Métropole pour que ce projet devienne durable et s'inscrive en fait sur le territoire de manière encore plus concrète après cette phase d'expérimentation. Et on travaille aussi sur une synthèse illustrée qui permettra peut-être aux personnes qui ont participé en fait à cette visioconférence de pouvoir vraiment voir concrètement ce qui a été fait, ce qui a été produit, la richesse des échanges. Donc n'hésitez pas en fait plus tard à revenir vers nous si vous souhaitez en fait voir un peu ce qui s'est passé. Et puis je me rappelle de ce sujet qui avait été traité par l'agence lors du premier confinement où ils avaient fait un web séminaire en fait sur le télétravail. Je vous encourage à le revisionner aussi aujourd'hui. Plus nous sommes nombreux à réfléchir sur les conditions de travail, réfléchir à comment on améliore le travail des années en capacité de bien travailler, de bien faire son travail, un travail de qualité. Et on a tous aujourd'hui envie de moins subir notre travail, d'avoir moins de pression, une moins grosse charge sur les épaules en charge de travail, mais également en charge émotionnelle de ce que ça nous provoque. Donc je vous engage à le revisionner, à vous poser des questions sur comment vous travaillez, pourquoi vous travaillez, et puis à nous questionner aussi là-dessus, puis à questionner vos collègues, questionner vos managers. Voilà, vraiment à vous poser à l'issue de cette visioconférence sur comment vous vivez ça, comment chacun d'entre vous vit ce confinement, mais vraiment de manière ouverte et pas descendante, en laissant la parole à chacun, vraiment pour voir qu'est-ce qui ressort de choses que vous devrez traiter par la suite le plus simplement possible. Voilà ce que je vous encourage à faire désormais. Ah, je vois qu'on a une dernière question. Oui, on a une dernière question. Merci beaucoup Florent
pour la synthèse un petit peu de ce qui vient d'être dit. On a encore quelques questions. Il nous reste encore quelques minutes, donc c'est parfait. Une question sur la réactualisation du guide des bonnes pratiques suite à la crise sanitaire. Une question pour Karl, qui n'a pas trouvé de réponse encore. Karl, est-ce que quelque chose est prévu là pour avec les effets spécifiques du confinement et du télétravail forcé? Ouais, ouais. Alors, ouais, j'ai le micro. Non, il y a pas de, à ma connaissance. Alors, c'est un guide qui a été élaboré au niveau national par le Conseil supérieur de l'ESS. Effectivement, la question de télétravail alors, est abordée, mais pas forcément très détaillée, en tout cas pas au regard de ce qu'on subit actuellement. Mais il y a, à ma connaissance, pas de chantier en cours. J'espère pas dire de bêtises, mais il n'y a pas de chantier en cours sur cette réactualisation-là, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que ce serait hyper intéressant et, euh, et, ouais, et sûrement très utile de faire cette réactualisation. Mais voilà, à ma connaissance, j'ai malheureusement pas d'infos à vous donner là-dessus. Merci Karl. On a mis dans le chat là où vous pouvez trouver ce guide des bonnes pratiques. Ouais. Un petit mot justement sur le fait aussi que le confinement, il le repose en fait, et il met en exergue, et il met en valeur, et il met un spot de 1000 watts en fait sur des questionnements qui existaient déjà dans les entreprises, et quelque part le guide et puis tous les outils qui existent déjà finalement, ils sont pour beaucoup déjà adaptés en fait, il me semble. Simplement, les effets que produisent le confinement et la crise sanitaire nous font nous poser plus de questions que d'habitude. Alors évidemment qu'il y a des questions spécifiques, mais globalement, je trouve que c'est quand même ces choses-là, elles sont faites pour être durables. On se pose simplement plus et plus fortement les questions en ce moment. Il y avait une seconde question sur comment ont été choisies les disciplines de l'équipe pluridisciplinaire accompagnant le processus au démarrage. Peut-être Florence, si tu peux dire 2 mots sur la manière dont on a imaginé la palette d'intervenants et les compétences nécessaires. Oui, très bonne question encore une fois. Mais comme on partait à l'aventure avec ce projet-là, c'était vraiment notre objectif, hein, d'explorer des chemins qui étaient pas encore défrichés à travers un collectif qui allait nous questionner sur comment et quoi faire. Donc on s'est doté d'une équipe pluridisciplinaire assez large qui pouvait traiter du volet RH avec l'entrée vraiment dialogue social, RSE, droit du travail, des choses plutôt juridiques, administratives qui permettaient d'être confort sur ce champ-là. On avait une équipe avec nous en fait de personnes qui travaillent sur les aspects management, nouveau management. On avait une approche aussi développement personnel afin de pouvoir aider les participants sur de nouvelles façons aussi de prendre ce chemin-là avec une approche personnelle. On avait également à notre côté une équipe qui pouvait activer des choses créatives et nous permettre au collectif de faire des sauts créatifs avec on avait des personnes qui étaient coach certifiés, qui avaient l'habitude en fait d'accompagner des personnes notamment des managers en coaching. On avait des personnes qui œuvrent aussi dans des nouveaux concepts de ludopédagogie, amener du jeu et de la réflexion ludique sur des choses très professionnelles et très pragmatiques, avec du coup un autre regard. Et on avait, je l'ai un petit peu dit tout à l'heure, des personnes qui travaillent sur des champs assez complexes à traiter dans les entreprises. Quand on parle de parité, quand on parle de faits religieux, quand on parle de diversité, voilà, pour des entreprises qui sont matures sur ces sujets-là. Et puis, bien sûr, on avait la RACT pour tout ce qui était conditions de travail, qualité de vie au travail. Donc, on avait un panel vraiment large pour pouvoir être certain de pouvoir accompagner les entreprises vers là où elles voulaient qu'on aille tous ensemble. Donc, aujourd'hui, cette équipe, on a activé ces compétences-là et ces disciplines de manière
aléatoire, surtout en fonction de là où le collectif voulait aller. Donc en fait, on a encore plein de champs à explorer grâce à l'équipe pédagogique qu'on a avec nous. Merci, merci Florent pour le complément de réponse. Il y avait une dernière question, mais la réponse a été fournie dans le chat, savoir s'il y avait des initiatives similaires en métropole bordelaise. Donc il y a une réponse dans le chat d'une démarche un petit peu similaire. Moi, ce que je voulais partager par rapport à ça, c'est qu'on est preneurs en fait tous. Alors Florent, Arnaud, moi, plus les membres du collectif, plus la CRES, de vos retours de terrain aussi sur ce qui se fait dans différents territoires, parce que l'objectif, c'est de diffuser de la manière la plus large possible ces réflexions sur la qualité de vie au travail, peu importe le nom qu'on lui donne, mais du moins sur la manière dont on travaille ensemble et dont on réfléchit ensemble à ce qu'on fait, à ce qu'on veut faire et à ce qu'on veut faire sur un territoire. Pour les acteurs de Limoges, voilà, l'idée est d'élargir ce collectif pour être de plus en plus nombreux sur ce territoire-là à parler du sujet et à pouvoir avoir une taille critique qui permet d'avoir vraiment des leviers en termes d'attractivité, en termes de parcours, en termes d'entraide en fait sur un territoire. Mais ce serait intéressant de discuter de toutes ces dynamiques-là sur différents secteurs et sur différents territoires. C'en est tout pour les questions, il me semble. Il est 17h25. Je pense qu'on est bien dans le timing. Florent, est-ce que tu as encore un petit mot de la fin ou alors est-ce qu'on est bon? Non, je pense que tout le monde a passé pas mal de temps en visio aujourd'hui. Donc si on permet 5 minutes de s'échapper 5 minutes plus tôt, je pense que tout le monde sera ravi, et nous aussi. Merci beaucoup. Merci à tous les participants de cette table ronde. Merci à l'agence culturelle là, de nous avoir permis en fait d'exposer notre projet, ce projet-là avec le collectif de Limoges. On est super fiers de ce projet. C'est juste mon dernier mot. Et j'espère qu'il va se déployer. Et encore merci à tous. Merci. Merci tout le monde, merci Arnaud, merci Georges, merci Carl, merci la technique derrière aussi parce que c'était super agréable de fonctionner comme ça. Ouais.